Chapitre 3. La 7e preuve. Oui, il était près de 10 heures du matin, très honoré Ivan Nikolaïevitch, dit le professeur. Le poète se passa la main sur le visage comme quelqu'un qui se réveillerait et vit que le soir était tombé sur les étangs du patriarche. L'eau de l'étang avait noirci. Il y avait déjà une petite barque qui glissait dessus et l'on entendait l'éclapotement de la rame et les petits rires d'une citoyenne dans la barque. Du monde était apparu sur les bancs des allées, mais là encore, sur 3 côtés du carré et pas celui où se trouvaient nos protagonistes. Le soleil sur Moscou avait comme perdu sa couleur et l'on voyait très clairement, en haut, la pleine lune, mais elle n'était pas encore dorée, elle était blanche. L'air était beaucoup plus respirable, et les voix, sous les tilleuls, sonnaient maintenant plus douces. Vespérales. Comment se fait-il que je n'ai pas remarqué qu'il a eu le temps de nous dévider tout un récit ? Se demanda Sans-Logis, stupéfait. Ah, mais c'est déjà le soir ? Si ça se trouve, il n'a rien raconté du tout. Je me suis juste endormi, et j'ai vu ça en rêve. Il faut pourtant supposer que le professeur avait raconté quelque chose, à moins d'admettre que Berlioz avait fait le même rêve, parce qu'il dit, scrutant le visage de l'étranger, « Votre récit est on ne peut plus intéressant, professeur, même s'il ne correspond pas du tout au récit des évangiles. »« Voyons, » répliqua le professeur avec une espèce de ricanement condescendant, « si quelqu'un est bien placé pour savoir qu'absolument rien de ce qui est écrit dans les évangiles ne s'est passé en vrai, c'est vous. Et si nous commençons à prendre en compte les évangiles comme source historique, » Là, il eut un second ricanement, et Berlioz tressaillit parce qu'il venait de dire exactement la même chose à Sans-Logis en remontant la Malaya Bronaya jusqu'aux étangs du patriarche. « Certes, » répondit Berlioz, « mais je crains que personne ne puisse confirmer que ce que vous nous avez raconté s'est aussi passé en vrai. »« Oh, si, quelqu'un peut le confirmer, » répliqua le professeur avec une assurance sans faille, mais dans un russe de plus en plus défaillant, et soudain, il prit un air mystérieux pour attirer à lui les 2 amis. Ceux-ci se penchèrent vers lui de part et d'autre, et il dit, mais cette fois sans le moindre accent, un accent qui, le diable savait pourquoi, tantôt disparaissait, tantôt apparaissait. « Le fait est que... » Et là, le professeur lança à la ronde un regard craintif et se mit à chuchoter « que j'ai assisté à tout cela, moi-même. J'étais sur le balcon avec Ponce Pilate, et dans le jardin quand il parlait à Caïphe, et sur l'estrade, mais seulement en secret, incognito, si bien que, je vous le demande, pas un mot à personne, et le secret le plus absolu. » Il y eut un silence, et Berlioz blêmit. « Vous, ça fait combien de temps que vous êtes à Moscou ?» demanda-t-il d'une voix qui tremblait. « J'arrive juste. J'arrive à Moscou à la minute, » répondit un peu perdu le professeur, et c'est seulement là que les amis eurent l'idée de le regarder vraiment dans les yeux, et ils comprirent que son œil gauche, le vert, était complètement fou, alors que le droit était vide, noir et mort. « Eh bien, tout s'explique, » pensa Berlioz, dans une grande confusion. Un Allemand cinglé qui vient d'arriver, oui, qui vient juste de perdre la boule au patriarche. Tu parles d'une histoire. Oui, de fait, à présent, tout s'expliquait. Et ce petit déjeuner des plus étranges chez le défunt philosophe Kant, et ses discours imbéciles sur l'huile de tournesol et Anouchka, et ses prédictions comme quoi il allait être décapité, et tout le reste. Le professeur était fou. Berlioz vit tout de suite ce qu'il fallait faire. Il se renversa contre le dossier du banc et derrière le dos du professeur se mit à faire des clins d'œil à Sans-Logis pour lui signifier « ne le contredis pas ». Mais le poète, égaré, ne comprit rien à ces signaux. « Ouais, disait Berlioz avec excitation. « Remarquez, tout ça est possible, même très possible, et Ponce Pilate et le balcon et tout ce qui s'ensuit, mais êtes-vous venu seul ou avec votre épouse ?»«
Tout seul, tout seul. Je suis toujours tout seul, répondit le professeur avec amertume. Mais où sont vos bagages, professeur demanda par la bande Berlioz. Au Métropole? Où êtes-vous descendu? Moi? Nulle part, répondit l'Allemand cinglé, laissant errer sur les étendues du patriarche un œil vert, splénétique et farouche. Comment? Mais où donc allez-vous vivre? Dans votre appartement, répondit soudain le fou avec désinvolture, et il fit un clin d'œil. J'en serais ravi, marmonna Berlioz, mais vraiment, chez moi, vous ne serez pas à votre aise. Alors qu'au Métropole, il y a des chambres magnifiques, c'est un hôtel de grande classe. Et le diable non plus, il n'existe pas? Demanda soudain joyeusement le malade à Ivan Nikolaïevitch. Le diable non plus? Ne le contredis pas, chuchota Berlioz du bout des lèvres en se reculant derrière le dos du professeur et en faisant des grimaces. Non, il n'existe pas, le diable, cria un Ivan Nikolaïevitch totalement perdu dans cet embrouillamini, disant ce qu'il ne fallait pas dire. Mais c'est un vrai châtiment, j'en ai marre de ces dingueries. Le fou éclata d'un rire, tel qu'un moineau jaillit hors du tilleul jusqu'au-dessus de leur tête. Non, ça c'est positivement intéressant, marmonna le professeur tout secoué de rire. Et donc chez vous, où qu'on regarde, il n'y a rien qui existe. Il cessa de rire d'un coup et, chose parfaitement compréhensible, vu sa maladie mentale, tomba du rire dans l'extrême opposé, s'énerva et cria d'une voix dure « Alors, donc vraiment, il n'existe pas !» Calmez-vous, professeur, marmonnait Berlioz qui craignait d'exciter le malade. Tenez, restez là une petite minute avec le camarade sans logis. Moi, je cours là, au coin de la rue. Je passe un coup de fil et après, même, nous serons heureux de vous conduire où vous voudrez, parce que vous ne connaissez pas la ville. Force est de reconnaître que le plan de Berlioz était judicieux. Il fallait courir jusqu'au téléphone public le plus proche et faire savoir au bureau des étrangers que, n'est-ce pas, un consultant étranger se trouvait au bord des étangs du patriarche dans un état visiblement anormal. Et donc, il était indispensable de prendre des mesures sans quoi ça ferait des embrouilles tout à fait déplaisantes. Un coup de fil? Ma foi, passez le coup de fil, accepta tristement le malade, et il demanda soudain, avec ardeur, « Mais je vous en supplie, en guise d'adieu, acceptez au moins de croire que le diable existe. Je ne vous demanderai rien d'autre. Comprenez qu'il y a pour ça une 7e preuve, et celle-là, c'est la plus fiable, et elle va vous être présentée tout de suite. » Bien, dit Berlioz avec une douceur affectée, et sur un autre coup d'œil au poète accablé, à qui l'idée d'avoir à veiller sur cet Allemand fou ne souriait guère, il se précipita vers la sortie des Patriarches qui se trouve à l'angle de la rue Bronaïa et de la ruelle Ermolaïevski. Le professeur, quant à lui, sembla guéri à la seconde, et son visage s'épanouit. « Mikhail Alexandrovitch » cria-t-il dans le dos de Berlioz. Ce dernier tressaillit, se retourna, mais se rassura à l'idée que le professeur avait dû trouver son nom et son patronyme dans un journal quelconque. Pourtant le professeur cria, mettant ses mains en porte-voix, « Vous ne voudriez pas que je fasse télégraphier tout de suite à votre oncle de Kiev ?» Et à nouveau Berlioz fut secoué. D'où le fou pouvait-il connaître l'existence de son oncle de Kiev? Ça, c'était sûr qu'aucun journal n'avait jamais pu en parler. Mais sans logis n'avait-il pas raison? Et si ces papiers étaient faux? C'était un type tellement bizarre. Téléphonez, à la seconde. Eux, ils auront tôt fait de le percer à jour. Et sans vouloir en entendre davantage, Berlioz reprit sa course. Là, juste à la sortie donnant sur la rue Bronaïa, le rédacteur vit se lever d'un banc et aller à sa rencontre précisément ce même citoyen qui s'était, sous les rayons du soleil, formé dans la touffeur graisseuse. Seulement, il n'était plus aérien, mais banal, charnel, et dans l'obscurité naissante, Berlioz discerna distinctement ses petites moustaches qui ressemblaient à des plumes de poulet, ses yeux minuscules, ironiques et à moitié ivres, et son pantalon à carreaux si haut tiré qu'il exhibait des chaussettes blanches toutes sales. Mikhail Alexandrovitch eut d'abord un mouvement de recul, mais il se consola à la pensée que c'était une coïncidence absurde, et que, là, en ce moment, de toute façon,
Il n'avait pas le temps d'y réfléchir. « Vous cherchez le tourniquet, citoyen ?» s'enquit le ténor éraillé du bonhomme à carreaux. « Par là, je vous en prie. Vous sortirez juste au bon endroit. Pour l'indication, un petit quart de litre, pour se remettre. Un ancien chef de chœur. » Et le Pékin, faisant le pitre, ôta d'un geste large sa petite casquette de jockey. Berlioz refusa d'écouter ce vieux bouffon quémandeur de chef de chœur, courut au tourniquet et l'empoigna. Il le fit tourner, s'apprêtait déjà à poser un pied sur les rails, quand une lumière rouge et blanche lui sauta au visage, une inscription venait de s'allumer dans le boîtier de verre « Attention au tramway ». Le tramway arriva à l'instant, tournant sur les rails nouvellement installés entre la ruelle Ermolaïevski et la Bronaïa. Ayant tourné et reprenant sa ligne droite, il s'éclaira soudain à l'intérieur de tout l'éclat de sa lumière électrique, hurla et prit de la vitesse. Le prudent Berlioz, même s'il se tenait dans un endroit sûr, décida de revenir derrière le garde-fou, posa à nouveau la main sur le tourniquet, fit un pas en arrière. Et à l'instant, sa main glissa et perdit prise. Son pied, irrésistiblement comme sur la glace, glissa sur le pavé qui descendait vers les rails. L'autre pied suivit, et Berlioz se trouva propulsé sur les rails. S'efforçant de s'accrocher à quelque chose, Berlioz tomba sur le dos, se cogna légèrement la nuque sur un pavé et eut le temps de voir là-haut, mais il ne comprit plus si c'était à droite ou à gauche la lune dorée. Il eut le temps de se tourner sur le côté, de ramener ses jambes contre son ventre dans un réflexe frénétique et, se retournant, il vit le visage totalement blanc de terreur de la conductrice du tramway qui se précipitait sur lui avec une force irrésistible, et puis son brassard rouge. Berlioz ne poussa pas un cri, mais c'est toute la rue qui se mit à hurler autour de lui par la voix de femme désespérée. La conductrice tira de toutes ses forces sur le frein électrique, le wagon piqua du nez, après quoi il fit un saut l'espace d'un instant et ses vitres jaillirent hors des fenêtres dans un bruit de tonnerre. Là, quelqu'un cria, désespéré, au fond du cerveau de Berlioz, « Non, mais est-ce que... » Une fois encore, une dernière fois, la lune fusa, mais elle éclatait déjà en 1000 morceaux. Et puis, ce fut le noir. Le tramway recouvrit Berlioz, et sous la grille de l'allée du Patriarche, on vit, lancé sur les pavés en pente, un objet rond et sombre. Dégringolant la pente, l'objet alla rebondir sur les pavés de la rue Bronaïa. C'était la tête tranchée de Berlioz.